Riccardo Petrella, bonjour. Vous êtes italien, économiste. Vous avez été professeur dans plusieurs universités en Europe. Vous avez été conseiller de Jacques Delors et vous êtes surtout un militant. Vous avez par exemple fondé en 91 le groupe de Lisbonne, un groupe d'intellectuels dont l'objectif à peine voilé était de critiquer la mondialisation, la marchandisation du monde. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un verre d'eau, parce que c'est le symbole d'un de vos combats, votre combat pour que l'eau devienne un bien commun, un bien gratuit pour tous. Pourquoi? Pourquoi ce combat? Vous ne pouvez pas vivre sans eau. Ni vous, ni votre petit minou, le chat, ni un arbre. Aucune espèce vivante ne peut vivre sans eau. Alors, cette essentialité et cette insubstituabilité de l'eau pour la vie doit être reconnue comment? Par le fait qu'on a le droit à l'eau. Donc c'est un droit humain. C'est un droit humain. Et nous sommes au Parlement européen qui a considéré d'ailleurs, qui a reconnu l'eau comme étant un droit humain à votre initiative. Pas tellement. Le Parlement européen a poussé toujours. Même les derniers rapports de Mme Boylan sur l'eau affirment, les parlementaires en majorité ont affirmé que l'eau est un droit humain. Mais l'institution, l'Union européenne, pas tellement. La Commission n'a jamais reconnu dans ses documents, tous les documents officiels, aussi bien dans la directive européenne de l'an 2000 sur l'eau, qu'ensuite dans ce gros document politique qui s'appelle le Water Blueprint, c'est-à-dire de 2012, dans lequel fait le plan de sauvegarde des ressources hydriques en Europe, ne parle pas de droit humain à l'eau. Et l'Union européenne, le Conseil européen, etc., ne parle pas non plus de droit, parce que sur les 27 pays de l'Union européenne, à l'époque où les Nations Unies ont approuvé une résolution qui, pour la première fois dans la communauté internationale, reconnaît l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est très important ça, comme droit humain, eh bien 16 pays seulement sur 27 ont voté la résolution. Les autres, Grande-Bretagne, Danemark, etc., ont voté contre. Donc la politique actuelle au niveau des institutions européennes, c'est de dire qu'on parle d'accès à l'eau pour tous, mais pas comme droit. Mais l'eau, vous voudriez qu'elle soit gratuite, comme l'air en quelque sorte? Tout à fait, dans le sens que, en termes de droit à l'eau, qu'est-ce que ça veut dire un droit dans nos sociétés? Un droit signifie que la communauté politique, la société par exemple belge ou européenne, décide de prendre l'obligation de créer les conditions afin que tous les membres de la communauté, en égale dignité, en égal droit, aient accès à l'eau dans la quantité et qualité nécessaires pour la vie. Le droit à l'eau, du point de vue des conditions internationales, signifie aujourd'hui à peu près 50 litres par jour par personne d'eau potable. Ça ne signifie pas les 200 ou 300 litres par jour pour votre piscine. Le droit à l'eau signifie l'eau pour la vie, 50 litres. Mais l'eau potable, elle est traitée par des sociétés privées. Comment on fait pour faire en sorte qu'elle soit gratuite alors? La gratuité signifie que les coûts nécessaires, et ils sont importants souvent, les coûts soient pris en charge par la collectivité et pas par le consommateur. C'est-à-dire ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années, on a fait un peu une révolution copernicienne mauvaise. Alors que normalement, dans notre culture, les droits, les coûts des droits sont pris en charge par la collectivité. Par exemple, vous avez le droit à la défense, non? Qui paye en France le porte-avions Charles de Gaulle? Donc il faut nationaliser le traitement de l'eau. À mon sens, il faut publiciser du point de vue nationalisé, ou européen, ou mondial. Ce n'est pas la nationalisation. Il faut publiciser le coût de l'eau et donc elle doit être prise en charge par la collectivité à travers le système de la fiscalité. Comment est-ce qu'on paye justement les dépenses militaires qui sont extra-budget, hein? Parce que vous savez bien qu'en Europe, les États peuvent dépenser autant que veulent avec la finance publique dans les dépenses militaires. Riccardo Petrella, on voit bien que vous êtes un utopiste. Vous venez d'ailleurs de publier La force de l'utopie. On fait quoi avec l'utopie?
l'utopie était la grande force de changement de toutes les sociétés de notre histoire. Rien ne s'est passé. Elle est à la base de la construction européenne, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez un tout petit peu là-dessus, vous constatez que toutes les constitutions de nos pays, des pays occidentaux, sont au fond une déclaration d'utopie. La Constitution est formidable. Les constitutions, dans le constitutionnalisme occidental, les constitutions, ce n'est pas les livres de l'utopie. C'est les livres d'engagement de réaliser des objectifs qui n'existent pas. Donc, effectivement, utopie signifie un lieu qui n'existe pas, mais qui doit être réalisé. Et si vous, encore une fois, on analyse l'histoire, on constate que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, à un certain moment, des générations qui ont dit « ça, c'est un droit, ça, il faut le faire ». Et on l'a fait. Et certains ont été victimes de ça. Donc, être concret, ce n'est pas sage. La sagesse des sociétés est être utopique. Et un pays, une société qui n'a pas la force utopique, à terme, elle meurt, cette société. Elle n'a pas de dynamique. Riccardo Petrella, regardez cette photo. Vladimir Poutine, Donald Trump. Quel homme est le plus dangereux pour l'Europe parmi ces deux-là? Les deux. Les deux? Les deux. Mais il est évident qu'à l'ère actuelle, c'est difficile de dire que Poutine est menaçant. Dans tous les derniers, à part la Syrie, dans tous les derniers conflits qu'on a eus entre l'Europe et la Russie, il a essayé d'être un peu modéré. Prenons le cas de l'Ukraine. C'est nous, celle de l'OTAN, qui sommes les plus agressifs contre la Russie en Ukraine. Et Trump? Et Trump, à l'heure actuelle, c'est la seule personne au monde qui a lancé en Afghanistan la plus grande bombe non nucléaire jamais créée. Pour l'instant, le militaire, le belliqueux, c'est qui est à l'origine et qui dit « moi, je veux renforcer les dépenses militaires, etc. » c'est Trump. Alors que la Russie dépense 1/5 à l'heure actuelle de ce que dépensent les États-Unis en le secteur militaire. Donc, pour l'instant, les deux sont les plus dangereux. Trump a un écran beaucoup plus élevé par rapport à Poutine, comme c'est démontré par les actes, les proclamations et les déclarations qu'il fait. Riccardo Petrella, vous êtes trop bavard, on n'a plus le temps de regarder les boules surprises, mais vous êtes un bavard sympathique et intelligent. Mais vous ne deviez pas être surpris en invitant un Italien. En invitant un Italien, vous devez attendre qu'on allait parler beaucoup. Merci d'être venu au bar de l'Europe. On va goûter cette eau, on ne va pas gaspiller. On va la goûter. Alors, à votre santé et au bar de l'Europe.